Luc Lang, au commencement du 7e jour, exergue, nous vivons comme nous rêvons, virgule, seul, Joseph Conrad. La pluie s'est arrêtée de tomber depuis qu'il a dépassé Garches, Saint-Cloud, Versailles. Le trafic est plus clairsemé. Le flux s'accélère. Chaque voiture emporte sa traîne de vapeur d'eau. Thomas roule vite malgré la chaussée mouillée. Il entend la voix de Hubert de Maistre, un timbre chaud, prégnant. Il prononce les mots du bout des lèvres comme s'il se tenait loin derrière. Il imagine quelqu'un de son âge ou guère plus vieux. Le GPS lui a fait quitter l'autoroute à Bonnières-sur-Seine. Il s'engage sur la N13, une trouée de ciel bleu s'ouvre dans sa direction. La campagne trempée par l'orage scintille comme un miroir. C'est une illumination blanche. Les prés herbeux, les haies dans la plaine. Le bitume de la nationale font un tapis diamantin de pacotille qui aveugle sa trajectoire. Il est 16h50 quand il dépasse le dernier village de Fauville avant Évreux. Il laisse une base militaire sur sa droite, s'engage dans l'avenue Churchill, continue par la Roosevelt, contourne le presbytère de la cathédrale, engrange l'allée, emprunte l'allée des Soupirs et débouche sur la place de l'Hôtel de Ville, une bâtisse en pierre du 18e finissant nouvellement restaurée, semble-t-il, repère un parking derrière la mairie, se gare, il a une demi-heure d'avance, le temps de faire quelques pas, de reconnaître les lieux, respirer l'air frais aux effluves de goudron tiède qu'exhale la chaussée détrempée. C'est une vaste place ornée de parterres fleuris avec des gradins en bois, des barrières en aluminium mat, de larges trottoirs surélevés en pierre de granit. Il aperçoit l'office de tourisme que jouxte en effet le Café des Arts, le seul qui offre une vue panoramique sur l'endroit. Il parle, se demande si elle entend dans sa voix qu'il fait semblant de parler. Il voudrait lui confier sa colère, son impuissance, la supplier d'émettre un signe. Il lui prend la main, la palpe, presse ses doigts, guette une crispation du pouce de l'index. La peau est fraîche. Il imagine une vie souterraine qui se compose et se recompose en constellation d'humeurs, de cellules et neurones, mais rien de tout cela ne parle. C'est la vie qui s'en fout, occupée de son seul invisible mouvement. La vie aussi mystérieuse qu'une métaphysique, qu'une intention divine, qu'un arbitrage des dieux. Il demeure, malaxe ses mains, ses avant-bras d'une lumière vernie, ses couleurs caramel qui le charme toujours. Il caresse de la viande, une heure passe, il ne sait plus quoi dire, il se tait, un nuage se pose, cotonneux, dense et pur, il en suit la trajectoire, la sortie lente du cadre vitré, le ciel est de nouveau d'azur immaculé. C'est par là. Ce matin, ses pas foulaient un chemin de gloire, c'était quand? Il est sur l'autoroute en direction de Paris. Il fait demi-tour à la prochaine sortie. Il roule en sens inverse vers le Havre. L'autoroute mène à la mer. Le bitume meurt sur le sable. Il prend de la vitesse, s'élance à la surface des flots. Dans un geyser d'écume se fige, flotte, s'enfonce doucement des bulles d'air, des bouillonnements d'eau. La voiture s'engloutit, elle dandine, elle coule avec pompe et lenteur dans l'obscurité aqueuse qu'il oublie sur un haut fond jonché de déchets industriels et de navires perdus. La pensée des enfants qui l'attendent à la maison nourrit le rêve de tels engloutissements, l'envie de fuir encore. Il va leur dire quoi, toute honte bue. Il roule vers Paris un dimanche ensoleillé. Il est de retour 4 semaines plus tard à la même place. Il est celui par qui le désastre s'énonce dans ses propres mots. Zut, un flash. Il est distrait, il voit rien. Il roule à 180. Il lève le pied. Il repère une aire de stationnement qui s'annonce. Le bois de Complein, à 500 mètres, il s'engage, se gare. Un couple déjeune à une table en béton. Fiché sur la pelouse dans une mare de soleil, il se dirige vers les toilettes, se fixe dans le miroir des lavabos, observe les rides, le grain de la peau, la couleur de l'iris. Il se passe la tête sous le robinet, l'eau ruisselle dans ses cheveux, il s'égoutte, tend ses mains sous le séchoir électrique, la peau tremble et se froisse comme un tissu usé. Il revient vers la voiture, prend son portable, téléphone à son frère, ça sonne indéfiniment dans la maison vide, il essaye le portable qui passe de suite sur messagerie, se capte mal dans la montagne. Les enfants dorment sur la banquette arrière, Elsa sur son rehausseur. Ils ont la tête posée sur la tempe et la joue étroitement abandonnée sous le même angle.
Une posture parallèle qui répondrait à une semblable injonction. Il a coupé la musique. Ne persiste que le diffus frottement de l'air enveloppant la voiture et le couinement des essuie-glaces. Il roule sur l'autoroute, traverse la plaine gasconne, si vaste et plate que l'audi paraît arrêter. Le ciel est un dais noir, sans accroc ni couture. La pluie a commencé de tomber après Orléans et depuis, sans interruption, une pluie fine, chassée par les essuie-glaces qui serpentent et qui s'amassent sur le pourtour de son pare-brise en cloques de mercure. Ça vibre, ça s'étire, ça s'étoile de plusieurs centimètres et puis ça s'exténue avant de s'évaporer dans le souffle du vent. D'autres boursouflures tremblantes se reforment à mesure. Thomas observe machinalement cette pulsation élastique de concrétion et de dilution aqueuse. Les tempes sont douloureuses. Après plusieurs heures de conduite, la sciatique creuse profondément dans la fesse droite. Il s'est arrêté à 3 reprises pour lutter contre l'assoupissement. Il a foulé longuement l'herbe des parkings, respirant à plein poumon dans le brouillard du jour naissant. Seuls des poids lourds internationaux étaient garés sur les esplanades désertes. Le goudron exhalait une odeur de pluie, d'huile moteur et de caoutchouc. Il avait remarqué dans les habitacles des lueurs de veilleuses filtrées d'entre les rideaux. Il s'était imaginé au volant d'une de ces forteresses, traversant en tous sens l'Europe jusqu'en Turquie, jusqu'au Proche-Orient, jusqu'en Inde, sous des ciels plus ou moins limpides. Quelle aurait pu être sa vie alors et celle des enfants? Je lis Luc Lang depuis son premier livre, Voyage sur la ligne d'horizon. J'avais commencé à publier tout petit peu avant lui, mais pas souvent comme ça dans ce qui arrive, circule, des choses qui participent comme ça d'un lyrisme, d'une écriture qui se donne avant tout par une rythmique et qui cherche par sa rythmique, sa confrontation au monde. Et il faut avoir le beefsteak, il faut que ça puisse assumer du son, que ça puisse assumer de l'épais, du lourd, et que ça puisse hériter de mouvement. Et cette espèce de castagne avec le réel, je l'ai toujours entendu chez Luc Lang. Et justement, dès ce voyage sur la ligne d'horizon, en plus c'est venu après avec ce grand livre qui s'appelle 1600 ventres, où là, tout d'un coup, il a encore, au lieu de faire du roman sage, ça se laisse... on donne à la prose l'espace qu'elle veut et on se moque de... Moi, c'est pas la question du livre et puis de comment on vit. Ça se démerde toujours par derrière. Le récent livre de Luc, c'était Marvar. La mère, ma mère, mère, non, on peut pas le prononcer, donc on le laisse en anglais, et puis voilà, et ça, pareil, vous pouvez y aller. Je savais pas du tout ce que serait ce gros livre. Faites pas attention, j'ai déchiré le stock, il y a eu cette très bonne idée de les faire caricaturer, genre BD, truc, et puis bon, ça je l'ai balancé, c'est pas beau. Mais ce qui est beau, c'est dedans. J'ai pas trop le droit de vous parler de lui. En plus, je le connais pas trop. La première fois que je l'ai croisé, Luc Lang, c'était au Japon, à Kyoto. Donc, il connaissait mes bouquins, je connaissais les siens, et puis, mais on n'est pas des parleurs, ni l'un ni l'autre. Enfin, en tout cas, notre hasard fait que on s'est recroisés il y a 3 ans, quand j'étais au Maroc, un simple mail de Luc, alors qu'on n'avait jamais de contact comme ça, qui me proposait, qui m'informait que l'école de Cergy cherchait quelqu'un pour travailler l'écriture. Lui, il bosse dans cette usine de Cergy. Elle est toute petite, notre usine, mais il y est sur l'esthétique. Par exemple, le jeu, il y a des cours de théorique, il y a des cours qui sont borderline philosophie, et puis il fait aussi des choses comme par exemple, ils vont le jeudi après-midi à Beaubourg avec 5, 6, 10 étudiants, ils se posent devant une œuvre, et puis ils restent là 2 heures, ce qui fait qu'on se croise pas non plus forcément. Ce qui me tracassait plus par rapport à
ce bouquin, c'est que Stock, pour moi, et évidemment encore plus pour lui, parce que moi j'ai jamais publié chez Stock, c'est le directeur Jean-Marc Roberts, qui est mort il y a 2 ans. Et je sais que pour lui, que ça a été évidemment un choc aussi frontal que les chocs de la vie. C'est bizarre parce que là, il y a une femme qui meurt et tout cette espèce d'ébranlement, d'énormes secousses du réel et qui revient toujours traverser comme ça ce coma de cette fille, évidemment, qu'on ne verra, qu'on ne retrouvera que dans le crâne de cette espèce de narrateur toujours en mouvement. Tout le réel vient traverser comme ça par nappe continue. On va se rouler sur des autoroutes en Afrique, on se barre comme ça dans le sud-ouest et tout ça. Et j'allais dire, c'est pas que j'ai eu du mal à lire ces bouquins, mais je suis pas un lecteur de romans, je suis plus un lecteur de romans, j'arrive plus à lire de romans, ou alors si le 19e. Donc j'ai mes grilles de lecture, et ma grille de lecture, c'était que ce personnage qui meurt, qui n'est plus là, j'ai lu comme ça, comme si c'était cette espèce d'ébranlement intérieur qui était la disparition de Jean-Marc Roberts. Donc Luc Lang, il va pas être d'accord du tout. Je sais que c'est un gars hyper sérieux. Je connais sa petite maison à Montreuil, c'est dans ce coin de Montreuil où il y a comme ça des espèces d'anciennes allées avec des petites maisons ouvrières et puis des tout petits trucs à terrasse. Il y a une espèce de mezzanine où lui, donc je sais que combien d'heures il passe comme ça sur sa bécane. Et en même temps, ce type qui fait de la voiture, Luc Lang, moi je l'ai jamais connu en voiture, je le vois toujours débarquer, cette espèce de grande silhouette sèche avec son casque de moto à la main. Je sais que tous les étés, il part comme ça avec sa moto devant. Donc cette espèce de déplacement continu comme ça, comme une espèce de bille jetée aux 4 coins comme ça. Ce narrateur, évidemment, il n'y a pas de raison, c'est la loi de l'illusion romanesque, c'est une histoire construite et un personnage, etc. Mais moi, ce rapport au monde, aux images, à ces nappes d'images qui défilent, à ces choses qui, à la façon dont chaque image a sa temporalité propre, dans son surgissement, dans sa durée, même si la durée est hyper minime, et puis dans ce charroi qui est comment on se cherche nous-mêmes, hein, dans ce processus d'avalement infini, comme ça qu'est le monde à chaque instant, dès lors qu'on est dans l'émotion, tout ça. Je crois que, quelque part, c'est là qu'il s'écrit, et j'avais peur que ce soit une espèce de livre dire à Stock, allez les gars, c'est bien, on a bien voyagé ensemble, je vous laisse le dernier, moi je m'en vais ailleurs faire mon truc. Je crois qu'on a vraiment une sorte de totalité achèvement, totalité départ de Luc Lang. Ce mec-là, il est karatéka, je sais pas à quoi c'est les Dan, mais il est katarakateka, le 8e, 9e, 15e, 20e Dan, et quelque part, dans cette espèce de physique de l'écriture, dans cette espèce d'assomption physique de la langue, directement comme quand vous prenez de la terre dans les mains et puis que vous malaxez comme ça, c'est monde langue monde, il n'y a pas du tout de jeu de mots avec son nom à lui. C'est un fier bouquin. C'est une civoie d'un goudron noir et luisant, une surface d'eau miroitante avec des glissières de sécurité et des pancartes plantées dans les talus tous les kilomètres. Ouvrage réalisé par Bouygues BTP, serti dans son logo orange et blanc. Elle coupait dans une lande sèche, on distinguait des villages de la couleur exacte du sol, des cubes serrés autour d'une piste qui se perdait vers d'autres villages loin dans l'horizon, des briques de terre et d'argile empilées sur de grandes surfaces séchaient au soleil à l'orée des maisons, des chèvres et des moutons épars broutaient l'herbe rare et les buissons chétifs, des silhouettes colorées cheminaient à pied ou en charrette tirée par un âne, un pick-up isolé traversait le paysage soulevant un nuage de poussière, le spectacle d'une vie rurale lente, écrasée de soleil en contrebas, tel un premier sol qui préservait son unité en franchissant l'axe autoroutier par d'obscurs tunnels creusés sous le bitume. À cela se superposait l'autre 6 voies où le trafic était dense, ininterrompu.
Boubacar doublait d'antiques camions Saviem totalisant des millions de kilomètres débordant de marchandises sur des hauteurs de 2 étages. Certains avançaient en crabe, les châssis faussés, d'autres dandinettes ou se penchaient à la limite de chavirer de longues cohortes de taxis, camionnettes peinturlurées aux pare-brises fissurés, couverts de fétiches et de signes religieux, emportaient chaque fois une vingtaine de personnes. Thomas les comptait tant la surcharge était improbable. De longs adolescents aux membres osseux s'accrochaient en grappe sur les marchepieds, d'autres étaient juchés sur les toits par-dessus les ballots et les jerrycans grossièrement ficelés à côté de cages remplies de poulets ou d'un mouton ligoté. Les véhicules crachaient des nuages de fumée noire. C'était une sorte de parade dans une surenchère d'amoncellement de pactages les plus divers sur des engins ruinés, troués, affaissés sur leurs roues voilées. Les talus étaient jonchés de lambeaux de pneus éclatés, de carcasses incendiées ou renversées, mais en dépit du péril qui menaçait de s'abattre sur chacun des véhicules, tout avançait inéluctablement vers le même but, le même destination prochaine et insondable, une sorte d'exode à bord de tout ce qui roulait encore, le spectacle d'une héroïque épopée sans destination précise, juste une tension de l'élan du mouvement s'accomplissant dans un fouillis de formes et de couleurs où les êtres se diluaient en des magmas de corps et d'objets fusionnés. D'ailleurs, il y a plein d'articles partout, Le Monde, Les Inrocks, tout ça. Et tant mieux que ça marche. Ça leur fera la nique aux cons de la littérature en petit.